Euh, Comme vous pouvez en douter, on va parler d'Android, et notamment de hacking avec Android. Alors c'est un sujet qui est assez ancien. Ça doit faire depuis 2010 que j'en parle, donc c'est pas tout jeune. Ceci dit, il y a de nombreuses évolutions qui ont été amenées dans Android, des évolutions assez sympas, et c'est de ça qu'on va parler en fait. On va parler des évolutions d'Android, de ce qu'il est possible de faire avec Android, et en particulier le middleware. Donc, avant de commencer dans la présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, malgré ce qu'a dit Fabien, entre autres, donc non, je ne suis pas un hacker super doué, etc. Je suis juste directeur du labo R&D de Cysrim, un hacker présent dans la GD depuis très longtemps, et je suis passionné de tout ce qui est informatique, électronique et divers. Donc, assez varié, et ça m'éclate, quoi. Petite synthèse de ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, quelques rappels sur les systèmes, les fonctions internes d'Android. Alors c'est peut-être du revu pour certains, mais ça fait toujours pas de mal de les rappeler. Ensuite, on va se servir de tout ça pour faire des trucs fun sur Android, notamment au niveau du middleware. Et puis on continuera avec tout ce qui est système interne, le développement d'applications custom, applications système en l'occurrence. Et puis surtout, on va essayer de contourner une fonctionnalité de sécurité qui s'appelle AppOps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ça sur Android. AppOps. Non, c'est l'occasion d'en parler. Et puis on terminera tout ça avec quelques démos au cours de la présentation et une dernière démo sur l'envoi de SMS classe 0 sur Android. Alors, ça devient un petit peu récurrent, hein. J'ai déjà fait ça il y a 2 ans, ou 3, je sais plus. Mais avec les modifications apportées au niveau de la sécurité, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire et on verra que c'est tout à fait faisable sur les versions 4.4 et a priori sur la version Android 5 aussi. Les systèmes et fonctions internes d'Android. Android, c'est un outil assez sympa, surtout quand on essaie de hacker. Pourquoi? Parce que c'est basé sur du Java. Java, on le sait tous, c'est quelque chose qui est très puissant. Pardon. C'est quelque chose qui est très puissant et qui permet de faire pas mal de choses, et notamment de faire de la réflexion. Alors je vais aborder le sujet dans les prochains slides, mais la réflexion en Java, c'est quelque chose qui est clé. Donc on va voir un premier chapitre qui se base notamment sur la réflexion, dans lequel on va commencer à creuser le middleware. Donc pour qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, on va prendre au clavier, c'est plus simple. Les vieilles techniques, c'est toujours mieux. Donc le problème par rapport à... Que je ne me trompe pas de chapitre au moins. Voilà. Donc par rapport ouais, non, c'est... Par rapport à la réflexion, voilà. Alors ça, c'est les super systèmes de présentation HTML5, pas compatibles avec les Behemoth, mais bon. Donc la réflexion sur Java, c'est une fonctionnalité qui est relativement simple. Elle permet de faire de l'inspection et de l'introspection plus généralement. C'est-à-dire qu'en prenant une classe ou un type, on peut aller demander à Java de nous lister les méthodes, les propriétés et d'interagir avec. Donc notamment, on peut inspecter les types et on peut aussi modifier la visibilité de certains paramètres, comme des propriétés ou des méthodes. Par exemple, vous concevez une classe avec une méthode privée, c'est-à-dire une méthode que seule la classe peut appeler. Eh bien, avec la réflexion, on peut faire en sorte que n'importe quelle autre classe l'appelle. Donc pour ceux qui sont un peu fondus du paradigme programmation orientée-objet, ça contourne toutes les restrictions imposées par ce paradigme. C'est déjà cool. On continue avec tout ce qui est invocation de méthode. La réflexion permet d'appeler des méthodes après, par exemple, avoir changé la visibilité. Donc c'est assez cool, c'est un outil qui peut nous servir. Alors c'est pas tout jeune, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais ça peut servir, par exemple, à faire du hooking d'activité. Alors qu'est-ce que le hooking d'activité? C'est une technique qui consiste à détourner certaines méthodes des activités. Alors certaines personnes le font directement en natif sur Android, moi j'ai choisi de le faire via le middleware. Pour faire du hooking d'une activité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, en premier lieu, une référence vers l'activité. Je parle au sens Java, c'est-à-dire un objet qui représente l'activité que l'on peut manipuler. C'est difficile à faire sur Android. Pourquoi? Eh bien parce que pour tout ce qui est démarrage d'activité sur Android, c'est embarqué dans le middleware et on n'a jamais de référence. Ce qui est plutôt embêtant. Cette référence nous permettra d'intercepter des méthodes. Si on veut par exemple loguer des paramètres ou changer le fonctionnement d'une méthode, pour faire du hook, c'est un peu la base, eh bien on pourra le faire. Donc la grande question c'est comment va-t-on y arriver? Comment peut-on, en utilisant simplement Java, faire du hook d'activité?
Bon, je vais laisser tomber vraiment la télécommande, désolé. Donc la solution, c'est de faire ce qu'on appelle de l'attachement d'activité. Alors c'est un terme un peu barbare, j'ai pas trouvé mieux, sincèrement. J'ai cherché un super nom, c'est la mode en ce moment avec tous les noms de vulnérabilité. J'ai cherché un super nom pour cette technique, j'ai pas trouvé mieux. L'idée, c'est d'exploiter une méthode qui est une méthode privée de l'activité, de la classe activité. Et en exploitant cette méthode, on peut faire en sorte de remplacer une activité par une autre. Autrement dit, je lance une première activité et j'arrive à injecter une autre activité pour faire croire au système qu'en fait, c'est cette nouvelle activité qui prend le contrôle. Alors qu'en fait, c'est mon activité principale qui est en cours. Cette fonction, elle est relativement faible et elle peut être abusée notamment. Alors savoir ici notamment que la méthode attach, elle n'est pas activée par défaut vu qu'elle est privée, mais bon, on a vu qu'avec la réflexion, on pouvait s'arranger pour modifier sa visibilité. L'objectif de cette attaque, elle est relativement simple. En faisant une instrumentation de la méthode attach, c'est-à-dire en l'appelant, on va pouvoir obtenir une référence de l'activité et se servir de cette référence pour manipuler la classe qui va être détournée. Donc vous avez un exemple de code Java qui fait ça. Je pense pas que ce soit super lisible. Enfin, c'est pas de code Java, c'est un extrait de la définition des classes. Et si vous regardez bien, dans la classe activité, alors avec des jumelles, parce que le slide est un peu petit, je peux peut-être essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Comme ceci. Il y a un petit champ M instrumentation. Alors ce champ M instrumentation, il est intéressant parce que c'est ce qui permettra notamment de venir modifier l'activité. À partir de là, eh bien, on récupère ce champ instrumentation et on récupère tous les éléments permettant de passer des paramètres à cette méthode attach. En fait, la méthode attach, elle a un prototype, elle attend des paramètres particuliers. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre première application maîtresse, on va venir piquer les champs qui sont normalement privés à l'aide de la réflexion. On récupère tout leur contenu et on va s'en servir pour appeler à nouveau la méthode attach. Sauf qu'entre-temps, on va manipuler certains paramètres. Donc l'idée, c'est de prendre les paramètres existants de l'activité, de les bidouiller et de rappeler la méthode attach comme si c'était une toute nouvelle activité qui venait de se lancer. Première étape, faire un proxy. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent DexMaker ici? Ouais, même pas. Quelques bras qui se lèvent, parfait. DexMaker, c'est une bibliothèque Android qui permet de faire des proxys, de générer des fichiers Dex. En fait, vous prenez une classe, ça vous génère une autre classe avec des méthodes qui permettent de faire de l'interception. C'est super pratique pour faire des proxys en objet. Si vous connaissez les design patterns, c'est quelque chose qui doit vous parler. Autrement dit, pour intercepter des appels aux méthodes. Donc là, ce que je fais, c'est que je définis un proxy à l'aide de DexMaker en utilisant la classe que je souhaite intercepter. Le problème, c'est qu'en faisant ça, normalement, je ne peux pas démarrer l'activité en gardant la référence. Parce qu'on est obligé de passer par la méthode startActivity. Pour pallier à ça, je vais appeler la méthode attach en ayant pris soin de la rendre publique avant, de la rendre accessible, avec les paramètres modifiés. En fait, j'appelle cette méthode avec l'ensemble des paramètres qu'on a récupérés précédemment, et je prends soin de préciser que l'activité que je souhaite lancer, attacher, c'est ce proxy et non pas l'activité d'origine. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, le système va venir, dans son état interne, prendre en considération ces paramètres et considérer que l'activité actuelle, c'est l'activité qui est proxifiée. En faisant ça, ça va donc bidouiller l'activité, enfin intercepter l'activité, attacher l'activité au niveau du système, lancer ça comme une nouvelle activité, mais je conserve une référence sur le proxy. Autrement dit, l'activité qui est lancée, c'est mon activité proxifiée. Et à partir de là, eh bien, je peux bidouiller absolument tout ce que je veux sur l'activité. Donc la nouvelle activité remplace l'original, on garde une référence. Il y a quelques opérations supplémentaires que je n'ai pas montrées ici qui sont effectuées, notamment par rapport au contexte. Pour garder en fait une cohérence dans l'ensemble, il faut aussi intercepter tous les sous-méthodes qui permettent de créer de nouvelles activités. Et en faisant ça, on fait un pseudo-rootkit en mode userland dans lequel on vient successivement intercepter toutes les méthodes de toutes les activités qui sont créées. C'est-à-dire qu'on infecte en quelque sorte l'activité mère et ensuite on infecte toutes les autres activités qui découlent. Donc quand vous avez une application, vous allez intercepter absolument toutes les méthodes de toutes les activités créées. À partir de là, c'est un jeu d'enfant de soit modifier des paramètres, soit de s'en servir pour faire d'autres choses.
Donc on va notamment patcher la méthode startActivity de chaque contexte pour faire cette interception. Et vient la première démo. Comment dire, hein, le dieu de l'effet démo est avec moi. Donc pour cette première démo, je vais travailler directement avec un outil qui s'appelle ADB. Alors je vais prendre peut-être un terminal qui sera plus parlant pour vous. Ouais. Ouais, un peu petit, j'avoue. Juste modifier la police. Modifier le titre. Oh bah, en plus, c'est trop bien. Flûte. Voilà, je suis vraiment préparé pour ma présentation. C'est un truc de fou. Donc, on va faire ça en plus gros quand même. Donc, préférence du profil, voilà. Allez, on y va sur un profil 18, 20, 24, ça devrait être bon. Un peu plus encore, c'est bon? Non, vous n'arrivez pas à lire? Allez, 20, soyons fous. Donc, j'ai un shell sur ADB, donc ça suffira pour voir ce qui va se passer. Donc, je démarre le serveur ADB, en mode root, bien sûr, histoire de ne pas être embêté par rapport au système USB. Et ensuite, je fais juste un logcat. Oui, s'il veut bien se connecter en mode USB, ça serait mieux. Voilà. Donc, vous voyez défiler pas mal de trucs qui sont par rapport à mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as rien à faire ici. Donc là, il y a mon screen de téléphone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une activité. Ouais, du moins, s'il veut bien. On met ça sur un autre écran. Bon, alors c'est super, c'est mieux avec mon téléphone. Donc j'ai un truc qui s'appelle normalement hook test. Voilà. Donc là l'application se lance et vous voyez normalement dans le lockat tous les préfixes sont syshook test activité proxy. En fait il s'agit de mon activité qui est proxifiée. Autrement dit, là je suis en mesure d'intercepter toutes les méthodes. Pour aller un peu plus loin, je vais lancer une autre activité qui elle aussi va être proxifiée. Donc en lançant tout ça, on voit le démarrage de l'activité, le fait qu'on est en train de hooker notre classe, et à nouveau, toutes les méthodes qui sont interceptées. Alors bien sûr, ça ralentit le système, ça ralentit les applications, mais je suis en mesure de récupérer toutes les informations. Ça c'est sympa, j'ai le live tweet des gens qui suivent la conférence, bref. Je suis donc capable de récupérer toutes les informations sur les méthodes et m'amuser avec. Donc là, ça devient assez intéressant sur ce qu'on peut en tirer. On peut très bien envisager, avec ce système-là, eh bien, de venir modifier des paramètres à la volée, de faire l'interception de login mot de passe, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. D'un point de vue maintenant plus malware, cette technique peut être employée pour faire des wrapping d'applications. C'est-à-dire, je prends une application du Play Store, je la désassemble, je la repackage, et j'ajoute ici un hook d'activité en tout début, et je peux intercepter tout ce que je veux, en fait, par rapport à une application existante. Ajouter à ça un petit peu d'ingénierie sociale, et où vous avez un bon système permettant de faire du grab de mots de passe, ou de login, ou d'informations bancaires, à très peu de coûts. Il suffit juste de savoir quelles sont les méthodes à intercepter, et celles dans lesquelles transitent des bonnes informations. Rien de plus compliqué. Par rapport au middleware, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapé en fait sur des couches assez hautes, c'est-à-dire des couches qui ne nécessitent pas de droit particulier, et on a réussi à intercepter des appels de fonctions. Donc c'est une des premières méthodes permettant de s'interfacer avec le middleware et donc de venir un peu mettre les mains dans le cambouis d'Android. On a commencé à toucher des éléments privés, en fait des méthodes notamment du framework Android, et ça donne des résultats assez sympas. Pourquoi c'est assez sympa? Eh bien, basiquement parce que c'est assez facile à effectuer. Il faut juste d'XMaker, un peu de réflexion Java. Ça marche sur n'importe quel périphérique Android. Juste pour vous donner un exemple, j'ai présenté ça à 10 personnes il y a à peu près 1 an et demi. Cette technique-là, elle marchait sur une ancienne version d'Android. J'ai juste repris le code de l'activité il y a quelques jours avant de préparer le talk, et ça marchait encore. Ça marche encore sur les Android 4.4, ça marchera aussi sur les Android 5. La base en fait du lancement des activités n'a pas été changée. Et ça peut être utilisé aussi par des reverse engineers pour faire du log de méthodes appelées par les activités. Certains sont peut-être au courant d'un outil qu'on a développé avec Pierre Jory qui s'appelle Fino, qui passe par une injection de services, etc. C'est un outil qui a découlé de ce genre de technique. Passons maintenant aux choses sérieuses. On a juste commencé à désosser le système Android. On a juste atteint les couches superficielles en fait, du middleware. Mais il y a encore mieux. On peut faire encore mieux avec Android et son middleware.
On peut notamment aller creuser au niveau des systèmes, des applications système et des services système. Les bibliothèques système du framework Android se trouvent dans le /system/framework, et il y en a quelques-unes qui sont super intéressantes. Donc vous avez notamment la bibliothèque core.apk, framework.apk, services.apk. Donc core.apk, on retrouve tous les systèmes, les éléments clés d'Android. Dans le framework, on a tous les managers et les classes privées internes qui sont utilisées, qui sont super intéressantes aussi à analyser, mais bon, qui donnent des résultats assez particuliers. Et puis la classe service.apk, enfin le package services.apk, qui inclut tous les services, dont notamment AppOps, dont je parlerai tout à l'heure, et que je vous ai un petit peu teasé. Et ces bibliothèques, elles sont en partie utilisées pour ce qu'on appelle les rootkits en user mode sur Android. Donc il s'agit de malware qui n'ont pas besoin qui ont besoin de droits particuliers pour bidouiller ces différents éléments, notamment des routes, et qui sont basés sur le patching de middleware. Qu'est-ce que le patching de middleware? C'est comme le patching d'application. Certains d'entre vous connaissent certainement APK-Tool, Backsmally, Smally & Co. Eh bien, ce sont ces outils-là qui vont être employés. En désassemblant le framework, en désassemblant le middleware, donc basé ici sur du Java, sur Dalvik, eh bien, on peut faire la même chose que la plupart des rootkits, c'est-à-dire cacher des activités, cacher des packages, un peu de la même manière qu'un rootkit classique. Par exemple, l'Activity Manager, qui est disponible dans framework.apk, expose une méthode qui s'appelle getRunningProcesses, qui permet de lister des processus actifs. Eh bien, cette classe, vu qu'elle est implémentée dans framework.apk, elle peut être désassemblée, patchée, réassemblée et réinjectée. Vous avez un exemple ici de code qui est tiré d'une personne de chez IBM, d'ailleurs, qui a fait une petite introduction sur les rootkits. Et on montre clairement ici un moyen de masquer un processus ici d'une application fr.virtualabs.eval. Donc si j'ai ce processus-là qui est actif, il ne sera pas visible au niveau du smartphone. Alors, quelques contraintes que je n'ai pas forcément précisées ici, mais pour faire cela, il faut être root et il faut en plus être capable de signer les frameworks. Rappelez-vous, les applicatifs Android sont signés avec des certificats particuliers. Et si vous ne le signez pas avec le certificat du serveur, le certificat système, eh bien, le framework ne sera pas reconnu comme un framework système et ne sera pas chargé. Ça peut tout simplement briquer le Android, alors pas briquer au niveau hardware, hein, mais l'Android ne bootera plus parce que l'APK ne sera pas légitime. Donc avec ce système-là, on peut notamment faire de l'interception. Et parmi tout cela, on retrouve le service AppOps. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce service-là, mais c'est un service qui a été introduit à partir d'Android 4.3. Il y a eu plusieurs phases. Le service a été introduit en Android 4.3. Il a été mis en place pour pouvoir tweaker les permissions des applications. Pourquoi? Parce que pas mal d'utilisateurs s'étaient plaints qu'en fait, beaucoup d'applications demandaient trop de permissions et voulaient une meilleure granularité. C'est-à-dire être capable de dire, cette application-là, elle demande un accès GPS, elle me demande d'accéder à tous mes contacts. Je lui donne l'accès au GPS, mais pas à tous les contacts. Ou aucun accès GPS, aucun accès aux contacts, mais toutes les autres permissions qu'elle voulait. Ce qui permettait d'avoir un meilleur contrôle sur les données liées à la vie privée, confidentialité, etc. Ils ont mis en place une application permettant de tweaker. Elle est restée dans une version. À partir de la version Android 4.4, ça a disparu. L'application permettant de gérer ces permissions a disparu. Le service, lui, est resté. Et ils en ont profité pour masquer des petites choses dedans. Donc on va parler de ces petites choses, de ces nasty features, comme c'est mentionné dans le slide, et de ce que ça peut poser comme problème quand on cherche à utiliser notamment un mobile Android pour faire des tests d'intrusion ou de la recherche ou des choses un peu plus embêtantes. Quand je parle de choses embêtantes, je parle pour les personnes qui vont être les victimes de ces choses embêtantes. Donc ce service AppOps permet notamment, comme je disais, de tweaker les permissions des applications, mais permet aussi, et ça c'est pas forcément indiqué de base dans le service AppOps, de venir vérifier l'ID de l'utilisateur qui effectue une action particulière. Petit retour en arrière de 3 ans, j'ai développé une application qui permettait sur Android d'envoyer des SMS classe 0. Cette application se basait sur l'envoi de PDU en mode RAW. Pour faire ça, on utilise la réflexion. Et puis maintenant, je crois que c'était à partir du framework 4.2, il fallait avoir une application système.
application système qui devait se lancer dans le contexte du phone, c'est-à-dire avec un com.android phone en tant qu'utilisateur. Sauf que avec AppOps, cette technique ne marche plus parce qu'en fait, Android vérifie que l'utilisateur réel qui a demandé l'accès au phone, et notamment l'appel à certaines propriétés et méthodes du phone, eh bien, est bien le bon utilisateur. Donc moi, en tant qu'utilisateur de l'application système un peu trafiquée, qui n'est pas l'application phone, eh bien, il détecte que je ne suis pas cet utilisateur et il m'envoie balader lorsque j'essaie de faire des accès à certaines méthodes, et surtout des appels. J'essaie d'appeler une méthode qui permet de créer des SMS en format RAW, en mode RAW PDU par exemple, eh bien, il va couper l'appel et je ne pourrai pas le faire. C'est assez bloquant. Moi, j'aime bien envoyer des SMS classe 0 pour diverses raisons, et c'est bloquant parce que, voilà, on ne peut pas l'envoyer. Bien sûr, là, je prends l'exemple du SMS classe 0, du fait que j'aime bien embêter la planète, mais il y a plein d'autres méthodes qui peuvent être utilisées dans ce contexte-là qui ne pouvaient pas. Par exemple, il y a quelques temps de ça, j'ai développé un faiseur DTMF sur Android. Du coup, le faiseur ne marchait plus non plus. Parce que Android vérifiait que quand j'appelais la méthode permettant d'envoyer des signaux DTMF, eh bien que j'étais bien dans l'application phone et que c'était bien l'utilisateur associé, ce qui n'était pas le cas. Donc ça veut dire que tous les hacks que j'ai présentés à diverses conférences, etc., depuis 2 ans, étaient totalement caduques. Plus rien ne fonctionnait. Et ça, moi, je trouve ça un peu embêtant. Donc ça a quasiment pourri le fonctionnement de tous mes outils. Donc la grande question, comment contourner AppOps? Comment contourner ce satané service qui nous empêche d'utiliser des systèmes présents dans Android, en gros d'avoir toute liberté de travail? Eh bien, il y a différents moyens. On peut utiliser, par exemple, le patching. Le patching des services, on l'a fait avec du rootkit, on peut très bien le faire, non pas pour un but malveillant, mais pour faciliter la création des outils. Comment faire? Eh bien, on désassemble les services et on localise l'endroit où se trouve le service AppOps. Alors cet endroit a été trouvé juste ici. Il est dans une classe qui se trouve dans notamment com.android.server du package service. Et on a un peu de langage Mali. Je crois que je suis en zoom max. On a un peu de langage Mali. Je ne sais pas si c'est forcément... Enfin, il y a des redésassemblés en Java ici avec Dex2Jar pour que ce soit plus lisible. Et vous avez ici le passage en Java ou pseudo-code Java qui fait la vérification sur l'utilisateur. En gros, ça permet de savoir si certaines opérations sont verrouillées dans certains contextes. C'est notamment cette partie clé qui me pose des problèmes. Bon, j'ai localisé l'endroit dans le code où le problème se posait. Eh bien, la suite est relativement évidente. On effectue un patch. Alors, avant d'effectuer le patch, quelques rappels. On est dans le patching de service, dans le patching d'application Android système, qui doit être signé avec le certificat du système. Alors, ça limite grandement les possibilités. Pourquoi? Il faut un accès root. L'accès à Stage System Framework est réservé à l'utilisateur root. Si je n'ai pas routé mon phone, je n'ai pas accès, je ne peux pas patcher le service. Donc, premier problème. Ensuite, il faut la possibilité de signer un APK avec le certificat système. Vous vous doutez bien que Google ne diffuse pas les clés privées de ses certificats, ou du moins qui permettent de signer avec ses certificats Google. La seule solution qu'on a trouvée, c'est d'installer des modes custom, comme CyanogenMod, qui, elle, fournit les clés permettant de signer l'application. Donc avec un CyanogenMod, on peut patcher l'APK service, le resigner avec les clés Cyanogen et le réinstaller sur notre système. Pas de problème, c'est reconnu comme un APK système et ça passe comme une lettre à la poste. Donc ça marche avec d'autres modes Android. Pour patcher, on utilise du Smally, parce que patcher Java, c'est pas forcément évident. Donc on utilise tout simplement APK Tool, on désassemble, on localise l'endroit qu'on a identifié précédemment, et puis on utilise des techniques de cracking. On a déjà fait du cracking sur PC, sur des exés, sur d'autres systèmes. C'est exactement le même principe. Je veux pas qu'une partie de code soit exécutée, je la saute. Tout simplement. Vous avez un petit goto qui est prévu ici, le goto conduite, qui très salement vient court-circuiter un test conditionnel. Donc là, hop, on saute par-dessus la partie qui nous disait « Attention, mauvais appel, t'as pas le bon utilisateur », et là, on a accès.
Alors, ça n'était pas forcément évident à trouver, mais en patchant le service, en recompilant le framework et en le réinstallant sur le smartphone, on arrive enfin à pouvoir utiliser les méthodes. On n'a pas fait tout le travail. Si on veut réimplémenter, par exemple, l'envoi de SMS classe 0 dans CyanogenMod, il y a d'autres problèmes qui se posent. Pourquoi? Le code de CyanogenMod est sensiblement différent du code d'Android. Si vous prenez les versions CyanogenMod 11 par exemple ou 12, eh bien les conventions d'appel de certaines méthodes permettant de manipuler les SMS ont changé. Et elles ne sont pas celles qu'on retrouvera dans l'AOSP par exemple, l'Android Open Source Project, c'est le code ouvert d'Android. Donc il a fallu faire un peu de rétro-ingénierie en plus dans CyanogenMod pour arriver à faire ça. Donc combiné au patching de services avec l'identification, bref, ça fait un petit peu une quantité de travail intéressante. Mais on arrive à faire, en utilisant à la fois la réflexion, le reverse et le patching de service, l'envoi de SMS classe 0. Deuxième démo live qui va, bon, on espère fonctionner. Donc là, je vais vous montrer le fonctionnement sur mon smartphone, sur lequel, justement, j'ai installé les services patchés. Donc actuellement, sur mon smartphone, il y a une version d'AppOps qui est désactivée, avec ce système ici de vérification d'utilisateur qui ne fonctionne plus, et donc potentiellement, je réduis aussi la sécurité de mon smartphone. Ça ne veut pas dire que vous allez tous essayer de podder mon smartphone dans l'heure qui vient. Mais bon, disons qu'il y a un risque ici, en plus, à faire ce genre de manipulation, à bidouiller le comportement d'Android, et c'est un risque qui doit être relativement mesuré. Donc pour envoyer des SMS classe 0, comment on fait? Eh bien, on développe une petite application système, signée elle aussi avec le certificat système, qui va être exécutée de force dans le contexte de l'application téléphone, et qui va pouvoir avoir accès à l'objet téléphone. Décidément, c'est la journée. Oui, c'est bien d'applaudir quand ça tombe. Encore heureux, l'écran n'est pas cassé. Hop, voilà. Bon, alors je vais essayer de screencaster l'écran si j'arrive à retrouver là où je l'ai mis, ce qui n'est pas gagné. Hop, peut-être qu'avec ça, on va y arriver. Ok. Alors bon, pour des raisons évidentes, je ne vais pas montrer tout l'écran. Je tiens pas à ce que la planète entière ait mon numéro de téléphone. Oui, je suis, comment dire, quelqu'un de très, très aventureux. J'ai décidé de faire ça sur mon smartphone. Donc, j'ai mon application d'envoi de SMS classe 0 qui se trouve ici, sur une version d'Android. Oui, je ne vais pas montrer la version d'Android, ça serait bien de montrer quand même que c'est une application à peu près normale. Donc, j'ai dans les paramètres, le classique, numéro de version de build, etc. Donc, à propos du téléphone, vous allez voir ici notamment la version Android qui est une version 4.4.4 sur un Cyanogen 11. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je relance mon application. Tac. Avec un petit coup de truc qui va bien. Je tape mon numéro de téléphone en faisant en sorte que vous ne le voyez pas. Bon, il y a des chances que je faille encore vu comment je suis très très en forme aujourd'hui. Ah, c'est bête. Là, bon, si vous êtes malin, vous allez voir la vidéo, vous l'aurez. Si j'ai des spams par la suite, je saurai d'où ça vient. Bref, donc on va faire... Ouais, comme quoi on pense jamais à tout, sincèrement. Quelque chose comme ceci. J'envoie le SMS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les SMS classe 0, la particularité de s'ouvrir automatiquement par smartphone, comme ceci. Donc ça veut dire ici que en fait, mon téléphone a bien envoyé un SMS classe 0 qui a été reçu par mon opérateur, qui me l'a renvoyé à moi-même, et que mon smartphone ouvre directement ici. Donc j'ai court-circuité en fait des quelques contraintes que j'avais sur mon smartphone par rapport à l'envoi de SMS classe 0. Plus globalement, j'ai réussi à modifier le comportement d'Android en bidouillant le middleware. L'avantage du middleware, c'est qu'on ne tape pas au niveau natif et c'est moins intrusif au final. Donc AppOps, KO, avec ces modifications. Il y a certainement d'autres vérifications qui sont implémentées que je n'ai pas couvert ici, mais que l'on peut faire de la même manière, en faisant du reverse engineering, plus patching, etc. Donc on va faire exactement la même chose. Petit point Google, désolé pour le point Google, mais bon,
À l'origine, Android se voulait être un système open source, un système qui était fait pour les bidouilleurs, les hackers. Et malheureusement, on est sur la phase descendante, en fait. C'est un peu classique sur Google, en fait. Google ouvre un service à tout le monde, offre les specs, etc. Puis quand tout le monde a bien contribué, bien participé, on restreint de manière à reprendre le contrôle. On a la même chose sur Android. De plus en plus de mécanismes de sécurité sont installés et verrouillent les accès notamment aux API intéressantes. On envoie de PDU, par exemple, pour faire du pentest sur des opérateurs, etc. C'est relativement sympa, mais c'est contré ici par Apps. Donc, il y a quand même une volonté de sécurité de la part d'Android, de Google, pardon, je le cache pas. Le fait qu'ils verrouillent certaines API parce que des malwares s'en servent. Bon, j'ai un peu l'habitude de dire qu'Android, c'est le Windows du mobile, avec toutes les vulnérabilités, mais c'est aussi normal parce que c'est le système qui va être le plus déployé. Bref, avec ce système-là, on est capable de reprendre un petit peu de liberté sur ce qu'a fait Google et venir modifier le comportement d'Android pour qu'il convienne à nos besoins, tout simplement. Donc on peut ici faire en sorte de rendre notre vie meilleure. Bon, non, et... Ouais, je te vois là-haut. J'ai le spot dans la tête, mais je te vois. Bref, pour terminer, donc il y a encore plus à faire avec le middleware. Ce que je vous ai montré ici, c'est quelque chose d'assez superficiel. La réflexion, normalement, la plupart d'entre vous connaissiez. En creusant un peu plus, je suis sûr qu'il y a encore moyen de faire des bidouilles encore plus awesome que le hooking d'activité ou ce genre de choses. Mais bon, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'on peut faire avec le middleware. Enfin, j'espère juste qu'au moins ça va vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire de mal et de bien avec le middleware. Bon. Beaucoup de malware et de développeurs de malware tapent dans cette partie-là pour cacher des opérations, des systèmes, etc. Je ne parle pas de la partie native avec des exploits qui sont embarqués, etc. Mais disons que c'est un moyen de faire du rootkit à pas cher. Et on peut faire de même pour l'ensemble des features, pour construire des outils relativement intéressants et des outils qui sont relativement cool. Voilà, c'est fini. C'est bon, vous pouvez applaudir maintenant.